Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir deux génies pour moi de la marque, Amélie Leclerc et Guillaume Mathieu. Ils sont à la tête de Hilo Marketing et on qualifie même pas d'agence parce qu'ils sont capables d'avoir trouvé leur niche, leur positionnement, où ils sont capables de connecter les agences avec les besoins réels d'une organisation et son ADN. Donc, ça fait d'eux une offre unique sur le marché et ils sont capables de nous démystifier tous les enjeux d'une bonne marque prometteuse. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute avec les maestros de la marque. Bonjour, bienvenue au podcast Amélie Leclerc et Guillaume Mathieu. Très heureuse de vous avoir ici. On a un super beau sujet à parler aujourd'hui qui est la marque. OK? Donc, bienvenue. Merci de nous recevoir. Yes. Alors, j'ai des petites anecdotes à vous raconter. Moi, où j'ai eu un coup de cœur pour Guillaume, c'est dans l'aéroport de Montjoly, où on est resté pogné là. Pleine tempête pendant, je dirais, un bon 10 heures. Hein? Pas mal. Pas mal, hein? Alors, notre avion a été annulé une après l'autre, et là, on arrivait tous les deux d'un client, je pense. C'est le Gaspésien. Ouais. On arrivait de là. Les charcuteries, les cuisines gaspésiennes. Les cuisines gaspésiennes. Et là, moi, j'avais fait la retraite stratégique. Tu étais là pour stratège de marque. Et là, j'ai découvert tout l'univers et ce qui se passait dans la tête de Guillaume. Et j'ai eu un coup de foudre pour toi. On n'a pas eu le choix de se parler parce que pour ceux qui ont visité l'aéroport de Montjoly, il y a une machine distributrice, un micro-ondes et des chaises en plastique. C'est pas mal ça. C'est vrai, c'est tout. Et aujourd'hui, tu es avec ta partenaire, donc ton associée Amélie, et vous êtes à la tête de Hilo Marketing qui a débuté il y a 3 ans, en 2018, si ma mémoire est bonne. Exactement. Excellent. Et là, ce que j'aime faire, moi, j'aime toujours ça. Et là, c'est un honneur pour moi de vous avoir parce que j'aime ça m'entourer de gens brillants, allumés, qui challengent le statu quo puis qui sont capables d'avoir des discussions profondes à travers certains sujets. Et pour moi, vous êtes les deux qui ont ces valeurs-là. Toutes les fois que je vous parle, je sors de là, oh my God, ils ont tellement raison. Alors, c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, la fameuse marque. Mais avant, j'aimerais ça connaître l'histoire de chacun de vous. Et Amélie, tu as un parcours extraordinaire aussi, puis tu as décidé de te lancer en affaires. Fait que parle-moi de toi un peu. Oui, bien en fait, moi, ça a commencé, j'ai toujours eu un intérêt envers les communications marketing depuis toujours. Ça n'a jamais été une question, même dans mon choix de carrière éventuellement quand j'étais jeune. Donc, c'est vraiment une évidence pour moi d'aller là. J'ai commencé en relations publiques. Puis déjà là, je pouvais dire que ça allait pas être ce qui allait me faire triper dans la vie. C'était clair. C'était assez clair. Le volet trop corpo, trop carré me tentait beaucoup moins. Donc, j'ai commencé dans les organisations à but non lucratif, aux communications marketing. C'est un peu sévère envers les RP, là. Ça a changé depuis. Oui, mais il y a 15 ans, plus de 15 ans, quand je suis sortie de l'école, c'était encore pas mal ça, par exemple. Puis, c'est ça. Puis ça m'a... en fait, j'ai fait mes classes en communication dans des organismes à but non lucratif où tu as très, très, très peu de moyens pour réaliser tes ambitions. Fait que ça m'a développé une certaine débrouillardise et une certaine ingéniosité, oui. Beaucoup de créativité. Puis, après quelques années, j'ai fait le saut en agence, en fait. Donc là, j'ai vraiment pu appliquer toutes ces connaissances-là. Puis, c'est ça. En fait, j'étais au service conseil, donc vraiment tout ce qui était gestion de projet. J'ai été en agence sur des grands comptes nationaux, là. Donc, j'ai fait du TELUS, du Bel Air Direct, du Loto-Québec sur des grandes campagnes à déploiement, gros budget. C'est très, très valorisé en agence, ce genre de gestion aussi sur des gros clients comme ça. J'ai adoré ça. Puis, ça a fait son temps. Puis, j'ai toujours eu derrière la tête le volet entrepreneurial qui m'interpellait vraiment beaucoup. Et en fait, Guillaume et moi, on s'est connus dans la dernière agence dans laquelle on était ensemble. Puis, tu parlais de coup de foudre tout à l'heure, mais nous, ça a été vraiment ça. Ça a été un coup de foudre professionnel où on s'est rencontrés, où on avait une vision très, très similaire, où on voyait certaines opportunités dans le marché et tout ça. Puis là, c'est là que, en fait, après qu'on ait quitté l'agence, on s'est mis à se parler, puis on a fait « on pense qu'on est peut-être mûr pour se lancer de notre côté. » Fait que, Guillaume, je vais peut-être te laisser te parler un peu de ton parcours, toi, de ton côté, mais...
C'est ça. Mais toi, tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Parce que tu disais, j'avais toujours ça en tête. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, c'est classique, famille de classe moyenne québécoise, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on connaît. J'ai pas des parents qui ont été dans l'entrepreneuriat. Je suis un peu, pas le mouton noir de la famille, mais un peu dans le sens où j'ai toujours eu beaucoup de drive en bon français et tout ça. J'ai toujours voulu faire les choses à ma manière. Fait que ça m'a amené à développer ce côté-là. Puis les compétences, je pense bien humblement, pour faire le saut en entrepreneuriat. Faire le saut en entrepreneur. Puis j'imagine, en agence, tu devais être une entrepreneur, avoir de la belle drive, puis ça devait déjà paraître aussi un peu. Moi, j'avais le casting très en fait, de prendre tout ce qui n'était pas classique et qui rentrait dans une case en agence. C'était à moi que c'était donné. Projets spéciaux, là, tu sais. C'était projets spéciaux. En fait, mon premier titre en organisme à but non lucratif, j'étais coordonnatrice des projets spéciaux. Donc, je pense que ça a bien mis la table pour le reste. Ton tag a suivi. Ah, ben c'est bien. Puis là, il y a un coup de foudre. Puis là, on tombe dans l'univers de Guillaume. Donc, toi, tu as plein de... Moi, ça m'impressionne quand je regarde ton parcours. Tu as été dans le Marketing Magazine, là, tu sais, de 30, under 30, tu sais. Fait que tu as tout... Raconte-nous un peu ce parcours-là puis cette passion-là pour le marketing. D'où ça vient? C'est quoi ton histoire? Moi aussi, je suis tombé dedans du plus loin que je me souvienne. Je me plais à dire que je suis le parfait mix de mes deux parents. Ma mère est designer, mon père est en finance. Donc, j'ai pris le côté business, le côté artistique, j'ai mis ça ensemble. Ça donne le marketing, si on veut. Ça donne la création de marques. Donc, j'ai suivi mon parcours. Comme ça, si tu veux. J'ai personne dans mon entourage qui était dans ce milieu-là. Donc, j'ai fait mes études en administration des affaires, profil marketing, c'est très classique, mais en ayant toujours le rêve non caché de travailler pour Cossette. Depuis, mes parents m'en parlent pas encore en me disant, tu étais tout petit puis tu rêvais de travailler pour Cossette, mais ça n'est pas d'eux, ça n'est pas de mes oncles ou de mes tantes. Il n'y avait personne dans mon entourage. Je savais que Cossette était la référence à l'époque. C'est encore une très bonne référence. Donc, j'ai tout fait pour travailler là. Et en finissant l'école, tu t'envoies tes CV à gauche, à droite. Tu reçois des offres de différentes boîtes. Mais moi, j'attendais l'offre de Cossette. T'avais vraiment... Ça, c'était comme ton BHAG, là, ton but hautement audacieux grandiose Cossette. Là, puis c'est le bureau de Québec qui m'a fait une offre. Donc, je suis parti à Québec. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis. Je suis parti de Philadelphie, m'en aller à Québec. Puis ça a été une école extraordinaire parce que, un peu comme Amélie, on m'a vite mis sur des projets spéciaux. Moi, c'était un rêve de vie. Donc, je calculais pas mes heures. Chose aussi qui était très valorisée en agence à l'époque, qui l'est encore un peu. Mais, ça t'a changé quand même. Puis, je travaillais sur tous les gros pitchs. Là, puis à l'époque, les pitchs gouvernementaux, il y en a un qui sortait comme aux 3 semaines, au mois, puis j'étais sur tous ces éléments-là. Fait que j'ai appris rapidement aussi, puis j'ai développé continué à développer ma passion pour ce métier-là. Donc, après quelques années au bureau de Québec, j'ai déménagé à Montréal. Donc, j'ai travaillé au bureau de Montréal et tout ça. Puis, j'étais sur des comptes principalement en agroalimentaire. Donc, des grandes marques nationales, des marques plus locales, même une marque internationale qui était implantée ici. Puis, j'avais le goût de voir vraiment comment ça marchait de l'intérieur. Parce que quand tu es en agence, tu es souvent un peu à la fin du processus. Puis tu touches un petit peu à tout, mais sans aller en profondeur non plus. Donc, tu sais, quand le client arrive avec son briefing, tu as déjà, le produit a été développé, la stratégie de prix a été définie, la stratégie de distribution est définie. Tous ces éléments-là arrivent puis sont prêts ou du moins sont assez avancés. Puis nous, on arrive puis on gère finalement une petite portion de la mise en marché, là, développer soit l'image de marque, la campagne de pub, peu importe. J'avais le goût de comprendre comment ça marchait de l'intérieur. Donc, j'ai fait le saut chez AgroPur. Je suis allé chez AgroPur. Finalement, je ne suis pas resté là longtemps, mais assez longtemps pour comprendre les rouages des deux côtés de la médaille. Exactement. Mais j'ai réalisé rapidement, en étant chez AgroPur, que j'étais un consultant dans l'âme. Donc, c'est vraiment ça qui me faisait triper. Donc, j'ai fait le mandat qui m'était octroyé chez AgroPur. Et ensuite, la grande famille Cossette m'a rappelé pour partir leur agence sœur. Donc, je suis revenu dans la famille Cossette pour partir Cossette 2 ou K72, là, dépendant comment on veut l'appeler. J'ai fait ça pendant un petit bout de temps, de bâtir cette agence sœur-là qui était... l'idée était de pouvoir desservir un plus grand nombre de clients, là, parce que pour pas qu'il y ait de conflits dans l'organisation, puis desservir de façon autrement, desservir de façon plus créative et tout ça. Donc, j'ai parti ça pendant quelques années. Puis, c'est là que
nominations, si tu veux, dans les palmarès sont arrivées parce que j'étais assez jeune pour partir ce genre de boîte-là. Donc, puis après ça, j'ai décidé de à ce moment-là, je faisais autant de la stratégie que de la gestion, si tu veux. Là, j'ai décidé de me concentrer principalement en stratégie et j'ai fait le saut dans une autre agence où là, j'étais responsable uniquement de la stratégie, où j'ai rencontré Amélie, puis la suite... la suite est arrivée. On va en parler bientôt, j'imagine. Oui, c'est ça, OK. Alors là, toi, dans le fond, dans ton parcours, puis là, c'est drôle que vous dites ça parce que moi, j'ai fait la grande école aussi. Moi, j'ai fait 10 ans dans le pharmaceutique où j'étais en charge de toutes les meilleures pratiques d'affaires. J'étais le bras droit d'une unité d'affaires. Je travaillais sur la stratégie, tout ça. Fait que quand j'ai fait le saut à mon compte il y a 15 ans, ben tu sais, j'avais déjà ce background-là. J'avais été à la plus belle école, j'avais été faire des formations aux États-Unis, tout ça. Fait que c'est le fun d'avoir ces grands organismes-là, tu sais, des grandes entreprises-là, des grandes organisations qui sont des super bonnes écoles, qui nous permettent de tout avoir. Mais moi aussi, j'ai toujours été comme l'espèce, pas le mouton noir, mais je me rappelle d'un gestionnaire qui m'avait tout le temps dit, ben toi, Cléo, tu monteras jamais dans la hiérarchie. La seule chose que tu peux faire, c'est des déplacements latéraux, parce que j'étais trop comme challengeante un peu dans mes... Je suis sûre que ça vous dit quoi? Moi, mais j'ai vécu exactement la même chose, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, trop challengeant. Puis là, ben garde, au lieu d'être victime là-dedans ou de le prendre, c'est comme dire, regarde, on va partir à notre compte, on va faire nos affaires. Et j'ai revu ce même patron-là qui m'avait dit ça il y a comme à peu près 5 ans. J'ai dit, hey, regarde, je me mets des débrouilles pas pires. Fait que j'étais contente de le faire. Fait que là, vous autres, vous êtes dans la grande école, vous avez des projets extraordinaires. Mais il y a cette drive-là. Tu sais, si tu regardes le parcours de Guillaume, on essaye là, il faut que ça avance. À 30 ans, tu as déjà été dans les grosses stratosphères. Et là, vous vous rencontrez, puis là, il y a un match professionnel. Et là, on décide de partir îlot. Ouais. Ben, suite à... Quand on a quitté chacun pour des raisons distinctes, la dernière agence où on s'est rencontrés, on prend des mandats à la pige, à gauche et à droite pour décider de partir comme un peu à votre compte, juste voir comment ça va aller, c'est ça? Puis rapidement, en jasant, en s'impliquant sur les projets de un et de l'autre pour les différents besoins, on se rend compte que, ben, on a vraiment des valeurs communes qui sont, 1, l'agroalimentaire, 2, les marques, 3, de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a le modèle des agences qui fonctionne bien, mais qui est fait pour un type de client, si tu veux. Puis on se rendait compte qu'il y avait vraiment une opportunité. Les mandats qui venaient vers nous étaient des entreprises qui ont pas de grande culture marketing ou qui n'ont pas l'intérêt d'avoir ce service-là à l'interne. Puis on s'est dit, ben, il y a un rôle à jouer d'être une espèce d'hybride entre le joueur marketing interne, mais qui va aussi être un facilitateur vers les talents déjà existants dans le marché. Tu sais, le but, c'était pas du tout de créer une agence. D'ailleurs, on n'en est pas plus une aujourd'hui. On se spécialise dans 2 éléments. C'est la stratégie et la gestion. Pour tout le reste, là, que ce soit le design, la programmation numérique, le média, les relations publiques qu'on parlait tantôt, on travaille avec tous nos anciens collègues, si tu veux, dans le marché. Oui, on a des mandats en ce moment avec des LG2, des Sidley, des Rethink, des studios spécialisés comme comme Bleu Blanc Rouge, des studios spécialisés comme des 288, des casernes. On travaille avec plein de boîtes médias, des boîtes de relations publiques et tout ça. Donc, on se concentre sur un élément qui, ultimement, devrait être les éléments qu'une entreprise peut gérer à l'interne. Oui. Mais la quantité d'entreprises en ce moment dans le marché qui ont besoin de renforts parce qu'ils veulent des fois avoir juste une autre tête stratégique qui vient challenger le directeur en place ou le président ou des fois dire, ben nous, pour X raisons, soit parce qu'on est plus éloigné ou autre, ben on veut pas de département marketing à l'interne. Oui. Donc, nous, notre business est drivé par les ventes, mais on a quand même besoin d'un appui marketing. Prenez ce volet-là. Donc, on avait défini qu'il y avait ce besoin-là dans le marché. C'est le white space. Ouais, c'est vraiment... là. Puis au-delà du white space, on avait définitivement cerné ça, mais en plus, je reviens au fondement des premières prémices d'ILO. Ce qui a aussi fait en sorte qu'on est allé de l'avant, c'est que, tu le mentionnais, on a fait les grandes écoles, c'est magnifique, tu apprends énormément, tu travailles sur des gros comptes, beaucoup de budget, tout ça. Mais à un moment donné... Il y avait aussi nos valeurs qui rentraient en ligne de compte. Puis là, on s'est mis à se dire, bien, ça serait vraiment intéressant d'aider des entreprises d'ici pour faire une réelle différence au niveau local, travailler directement avec des dirigeants aussi, faire une réelle différence concrètement pour ces entreprises-là. Ce à quoi on avait un peu moins accès sur des gros comptes dans des énormes entreprises. En termes de volume aussi, nombre d'employés, nombre d'organisations, le volume. Mais je suis à la même place que vous parce que
moi, ce que je réalise avec la méthode hypercroissance, puis ce que j'enseigne, c'est que il y en a des entrepreneurs qui le savent, qui en ont besoin, mais qui n'ont peut-être pas les moyens, qui n'ont peut-être pas les connaissances, les compétences, puis ils ont besoin de gens comme vous. Bien, une des choses qu'on entend le plus depuis qu'on a parti ILO, c'est des entrepreneurs qui nous disent « Moi, les agences, je suis plus capable. » Oui. Puis je les comprends. Puis comme je disais tantôt, on n'a rien contre les agences, on travaille avec elles, puis ils répondent à un besoin, puis ils font très bien leur travail. Par contre, pour beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Soit parce que, comme dans n'importe quelle industrie, il y a un jargon, il y a des façons de faire, ça prend des contacts et tout ça. Puis, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de briefer une agence. C'est pas tout le monde qui sait ce qu'il a besoin. Puis, c'est pas nécessairement, tu dis, j'ai besoin de faire du marketing, mais tu tournes vers qui? C'est intimidant. C'est pas tout le monde là, qui est prêt à aller cogner à la porte justement d'un cossette puis dire bonjour, j'ai X millions puis je sais pas trop quoi faire. Puis pour vrai, pour avoir été de l'autre côté, la façon que les agences traditionnelles, là, parce que il y a plein d'autres modèles qui existent, mais les agences plus traditionnelles, ils savent pas nécessairement comment accueillir ce genre de clients-là. Juste s'asseoir avec un dirigeant, un propriétaire, un président ou peu importe, puis dire, parle-moi de ta problématique, là. Puis après ça, on verra ce qu'il faut mettre en place. C'est quoi les objectifs d'affaires? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? C'est quoi tes défis reliés à la croissance? Puis comment le marketing peut venir contribuer? C'est ça. Au lieu de dire, OK, j'ai une checklist, il faut que je fasse du marketing. Puis souvent c'est ça qui fait peur aux entrepreneurs, tu sais. Puis l'agence, tu n'as pas quelqu'un qui est dédié à toi non plus, tu sais. Il y a ça aussi, là, tu sais. En partie, tout à fait. Puis tu as l'impression de devenir une espèce de numéro, des fois, dans une grande organisation où tu as peur d'être un peu laissé pour compte, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais c'est la perception du marché en ce moment. C'est la perception. Puis, tu sais, nous, quand on a débuté ILO, là, on collabore avec la majorité des agences à Montréal, ça va super bien, mais au départ, on s'est beaucoup fait challenger par ces agences-là parce qu'on se faisait dire qu'on était des compétiteurs directs. Alors que vous ne l'êtes pas du tout. Ils ont leur valeur. Ils voient notre valeur et la leur parce qu'on permet d'exploiter au maximum les expertises de chacun. C'est-à-dire que nous, on travaille en amont, on travaille de manière beaucoup plus serrée. On va faire tout le défrichage au niveau marketing, les objectifs, beaucoup d'éducation, effectivement, d'un très bon point. On va en parler tantôt, Cléo, mais expliquer c'est quoi une marque, c'est quoi du marketing, c'est quoi le rôle du marketing versus les ventes. Ça, je veux qu'on en parle pendant le podcast. Fait que ça, on fait beaucoup ce rôle-là de faire le travail de défrichage, là, le gros travail qui prend beaucoup de temps. Puis souvent, en agence, on va aller rapidement au résultat. Là, on veut rapidement arriver au brief, puis briefer la création pour passer au prochain et tout ça. Puis quand une entreprise sait où elle veut aller, puis sait ce qu'elle veut accomplir, ce modèle-là est parfait. Bien, comme je vous disais, nous, on accompagne les entreprises qui, des fois, nous disent, je veux vendre plus de produits ou j'ai tel enjeu dans telle région, je fais quoi? Et là, nous, on prend le temps de s'asseoir puis de réfléchir à toutes les opportunités, qu'est-ce qui pourrait être fait, avec une totale objectivité, c'est-à-dire que nous, on n'a pas un payroll à faire rouler avec une équipe publicitaire, une équipe de relations publiques, une équipe média, une équipe numérique et tout ça. Donc, quand on bâtit quand on fait notre réflexion, en fait, on bâtit nos plans, on dit au client, mais voici ce que tu devrais faire. Comme si on était un directeur marketing à la pige ou qui vient soit renfort au directeur en place ou qui remplace un directeur qui n'est pas présent, puis qui va, quand il bâtit son plan marketing, il n'est pas en mode de dire il faudrait que je fasse de la pub parce que j'ai du monde à payer qui font de la pub. Fait que si je leur donne pas de pub, ils ne pourront pas travailler. Tu comprends le principe. Fait que quand nous, on fait notre plan, on dit, voici ce que tu as besoin. C'est ça qu'il faut faire. Après ça, on trouve les partenaires. Puis quand on cherche les partenaires, on s'assure qu'il y a un fit humain entre l'entrepreneur ou l'entreprise, l'équipe de l'entreprise, puis de l'agence, du studio ou des pigistes qu'on va mettre en place. Mais pas surtout, et qu'il y a un fit d'intérêt pour le produit qu'on veut commercialiser. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a le goût de travailler sur du poulet ou qui a le goût de travailler sur du ballonné. C'est pas vrai. Puis, on a vu plein de projets dans nos vies passées où les gens se faisaient imposer des projets. Puis c'est toi qui as du temps, c'est ça le projet qui est disponible, vous devez travailler là-dessus. Mais on le voit depuis qu'on a parti ILO. Des fois, on lâche un coup de fil à un designer ou à une agence, ça vous tend dessus. Hey, ça fait X années qu'on rêve de mettre ça dans notre book, de développer une marque de vin. Fait que oui, amène-le, puis on va mettre la valeur ajoutée là-dessus. Puis, tu sais, ultimement, on n'est pas là pour négocier des prix à la baisse. On va juste chercher la passion, la flamme qui fait qu'ils vont donner un extra mile parce qu'ils ont le goût de travailler là-dessus. Fait qu'on s'est fait dire par le passé, à la blague, vous êtes comme le Tinder du marketing. Mais on le réutilise, mais on essaie de créer des meilleurs matchs. Puis ultimement,
c'est ça qui crée le succès qu'on a avec les projets qu'on fait présentement puis qui génère de super résultats parce qu'il n'y a pas aucun projet qu'on a en ce moment qui est structuré de la même façon. À chaque stratégie, son écosystème de talents qui, des fois, on mixe des compétiteurs ensemble. Là. On va prendre une boîte qui fait, mettons, du design et du numérique, mais on va dire, hey, tu sais quoi, nous, on voit le fit numérique chez vous, et le design, on donne à un autre qui habituellement est ton compétiteur. Ces gens-là travaillent ensemble, puis ils nous disent, hey, c'est extraordinaire, jamais on aurait eu la chance de travailler ensemble si vous n'aviez pas été liants dans tout ça. Et on dit, tu sais quoi, nous, ce talent-là à telle boîte, plus ce talent-là à telle boîte, va créer Vous formez l'équipe multidisciplinaire pour répondre aux objectifs d'affaires. Mais moi, je trouve ça génial d'avoir été capable d'identifier... tu sais, on dit tout le temps, tu sais, Vern, le fondateur de Gatineau, dit tout le temps, tu sais, niche is rich. Mais vous avez compris votre niche, tu sais, puis l'espace manquant, puis vous êtes allé en fonction de vos compétences et tout. Puis là, on arrive avec ILO. Et là, ILO a 3 ans. OK. Et demi maintenant. 3 ans et demi. Non, mais tu sais, à cet âge-là, on calcule les enfants. Quand tu calcules les demi. On peut dire les mois, je pense. Les demi. Fait que là, tu sais, des exemples de projets là, qui vous ont allumé, là, que vous êtes fiers, là, tu sais. Ben oui, je peux y aller, mais en fait, il y a, on parlait tout à l'heure de Cuisine Gaspésienne, le relancement de la marque Gaspésien qu'on a fait l'année dernière. On est ultra fiers du résultat puis du processus surtout. Puis c'est un bon exemple de la valeur ajoutée de ILO quand on travaille de près auprès des clients. Tu sais, le camp de cuisine gaspésienne avait jamais vraiment fait de marketing auparavant, puis c'était tant mieux, il n'y en avait vraiment jamais eu besoin non plus, ça allait bien, c'est une entreprise quand même prospère, bien établie, tout ça. Ça va encore bien, là, c'est pas... Oui, mais ça va encore mieux depuis que vous êtes là. C'est ça. Au moment où ils nous ont rencontrés, ça allait bien, mais puis on a quand même dû faire beaucoup d'éducation parce que c'était pas gagné d'avance d'investir en marketing et tout ça. Ça a été un processus de pratiquement 2 ans avant qu'on lance la marque, d'accompagnement en amont, de petit pas à petit pas faire comprendre l'importance d'une marque, de faire l'importance de « Ah, ben là, il faudrait te faire évoluer pour changer légèrement l'image de marque, ce qui n'était pas du tout où on s'en allait au départ. » Les investissements aussi reliés à ça, à quel point c'est pas des dépenses, il faut le voir vraiment comme... Si tu veux jouer des lignes majeures, ben, ça vient avec un coût et tu peux aller là. Si tu joues des lignes majeures, ben, ça prend de la donnée. Il faudrait peut-être penser à avoir accès à des bases de données ou... je ne vais pas tout nommer ce qui a été fait, mais de rentrer un peu plus d'intelligence, d'affaires derrière les décisions et tout ça pour pouvoir guider les choix. En fait, c'est structurer tous ces éléments-là, puis surtout d'éduquer le client. Ben, complètement. Puis ça me fait une mini-parenthèse, on reviendra sur les projets pour lesquels on est fiers, mais tu sais, quand on dit qu'on fait stratégie plus gestion, là, chez nous, ben c'est ce mix-là qui est super important. Ça veut dire que tu peux bien avoir la plus belle vision, là, définir le plus beau positionnement de marque, faire le plus beau plan marketing, mais si tu laisses lire un rapport ou un PDF qui va rester sur le bureau de l'entrepreneur, parce qu'à un moment donné, il ne sait pas comment l'exécuter, il ne sait pas qui aller voir et tout ça, ça donne absolument rien. Fait que la force du modèle ILO, c'est surtout le plus gestion. C'est d'accompagner ces entreprises-là, de dire, on va mettre le bon écosystème de partenaires ou on va offrir du renfort pour gérer le dossier. Puis c'est là qu'on s'assure qu'une bonne stratégie mal exécutée est une mauvaise stratégie. Exact. Tout comme une action qui n'est pas guidée par une vision stratégique est une mauvaise action. Exact. Donc, nous, c'est vraiment ce mix-là qu'on met toujours en place. Puis Gaspésien est un bon exemple parce que ça nous a permis de les aider à structurer aussi les façons de faire à l'interne. Puis, on fait quasiment sur tous les dossiers. Ben, c'est sur tous les dossiers, mais tu sais, celui-là, c'est particulier aussi. Puis, tu sais, la relation qui s'est établie avec ce client-là aussi, où on était vraiment très, très proches, impliqués de manière très, très serrée avec l'équipe à l'interne, avec son équipe à lui, d'aller sur le terrain. Puis, on en a peu parlé, mais notre approche, elle est très concrète, très terrain. Nous, quand on travaille sur un projet, on se déplace, on va comprendre les installations, on va, tu sais, là, le client est basé à Matane. On est allé à Matane à plusieurs reprises parce qu'il n'était pas question qu'on gère le dossier de A à Z assis dans notre bureau de Montréal. Pour parler aux employés, c'est comprendre la réalité interne, mais juste que parler aux gérants de la section délit des épiceries, là, ça, on a fait des rencontres à côté sur des bulles de service pour avoir la... C'est le fun d'avoir le discours des sièges sociaux là, des grands distributeurs, mais le vrai insight, il vient... du consommateur. Du conso et la personne derrière le comptoir qui sert les gens le samedi matin, puis que les gens disent, je vais te commander un paquet de Gaspésien, puis que la personne derrière le comptoir, elle sait très bien que pour cette madame-là, du Gaspésien, c'est du simili-poulet, puis pour un autre, c'est du ballonné, puis un autre, c'est du jambon blanc. Elle les connaît. Elle est très, très riche en infos.
Mais faire ça, ça prend du temps. Fait que, quand on parle d'éduquer un client pour lui dire, ben ce temps-là qu'on va investir, oui, on va faire une étude de marché avec Léger, puis on va aller chercher des données Nielsen, puis on va tout mixer ça ensemble. Mais il faut aussi aller sur le terrain, il faut aussi parler à ton monde, il faut parler à ton distributeur, il faut parler à tes reps, il faut parler avec les gens en magasin. C'est tout ça, en fait, qui finit par faire une grande richesse. Mais, tu sais, en fait, tu as tout à fait raison, Guillaume, en nommant ça. Puis c'est au-delà de l'impact que ça a sur la stratégie de marque développée et sur le livrable final et les résultats d'affaires, ça nous permet, en faisant ça, de développer avec le client, avec les équipes, une relation de confiance tellement riche qu'on parlait tout à l'heure du modèle d'affaires, d'être capable d'aller mettre les bons joueurs autour de la table, d'être capable d'aller mettre le bon bassin en fonction des castings et tout ça. Mais on ne serait pas capable de faire ça si on n'avait pas cette connaissance-là intime de la personne, de l'entrepreneur qui il est. Puis ça, pour nous, c'est aussi important que la compréhension de l'industrie. Oui. C'est au même pied d'égalité. Puis, on se plaît souvent à dire un peu à la blague qu'on est souvent beaucoup plus des psys que des consultants marketing. Des consultants, exact. Mais parce que c'est aussi important pour nous dans l'équation. Dans l'entrepreneur, exactement. Puis, mais puis ça m'amène, puis ce que j'aime beaucoup, en tout cas, parce que, tu sais, votre Instagram, pour moi, il est génial. Puis quand je vois Îlot sur la route, vous avez des beaux clients en agroalimentaire comme des microbrasseries aussi. C'est quand même le fun aussi, ce que vous faites. Hein, on a des c'est quand même pas pire aussi, là, tout ça. Fait que je vous suis là-dessus. Mais moi, je fais le parallèle avec ce que je vis. C'est-à-dire que moi, je fais pas juste un plan stratégique puis je donne un PDF. Puis la force de la méthodologie, c'est de les accompagner dans l'exécution, de mettre en place des rencontres rythmées, s'assurer. Et êtes-vous d'accord que le processus de réflexion d'une marque ou d'une stratégie globale organisationnelle, c'est un processus itératif? C'est-à-dire que le fait, d'où la relation, c'est pas vrai que si tu y penses 2 jours dans ton bureau à Montréal, tu vas tout comprendre, mais c'est un processus qui va s'ajuster parce que pour moi, le marketing, c'est une science en soi, tu sais, puis c'est tellement vaste. Puis aujourd'hui, il y a tellement d'agences qui sont spécialisées d'un côté que de l'autre, fait que je trouve ça brillant que vous êtes allés vous nicher dans cet espace-là parce que les entrepreneurs en hypercroissance en ont besoin. Puis ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont vraiment pas les connaissances. Et ça m'amène à... La marque, c'est quoi? Tu sais, mettons que là, on rentre dans le vif du sujet, là, parce que là, puis démystifier, là, il y a un gros trend de marque employeur, puis là, on vogue là-dessus, puis là, la marque employeur, mais en même temps, moi, dans mes discussions, mes retraites stratégiques, c'est comme si on en parle, mais les gens ont de la misère à la palper, à comprendre réellement c'est quoi et qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Pouvez-vous nous dire ça de façon bien simple? Une marque, c'est pas mal plus qu'un logo. Okay? À la base. Là, c'est plus qu'un branding, déjà là. Une marque, là, c'est l'ensemble des perceptions, des associations, des émotions que tu veux générer chez tes audiences. Mais tes audiences, là, oui, c'est ton consommateur ultime, ton client, si t'es dans le B2B, mais c'est aussi tes partenaires d'affaires, ça va être aussi ton banquier, puis ça va être aussi et surtout tes employés actuels et potentiels. OK. Donc, quand tu penses à ça, je vais donner des exemples assez simples. Là. Mettons que je te parle de Volvo, tu vas me parler de sécurité. Okay? Oui. Mais quand tu regardes dans des études de marché, ben Volvo sort comme le leader en sécurité. Quand tu regardes les rankings purement très rationnels faits par les différentes instances, les véhicules Volvo sont aussi sécuritaires que les BM ou que peu importe les Audi ou autres. Je veux dire, c'est une question de perception dans la tête du monde. Volvo égale sécurité, BMW égale performance, Land Rover égale aventure. On associe ça à quelque chose, à un schéma de pensée. Puis comme une émotion aussi qui va avec ça, une expérience. Quand tu te mets à regarder les documents internes et tout ça, ben c'est le cœur de leur discours aussi à l'interne chez Volvo. Ils attirent ça. Leurs innovations sont drivées par ça. Ils attirent les gens par ça en disant, ben nous, on construit des voitures qui sont conduites par des humains, fait que c'est essentiel qu'ils soient les plus sécuritaires. Mais quand tu regardes chez leurs compétiteurs, chez un BMW par exemple, ils vont tous te parler de performance, mais ultimement, les véhicules sont comparables. Là, mais c'est un choix. Mais c'est un choix de dire, ben nous, on va prendre ce positionnement-là, puis on va décider que ça va être notre territoire dans le marché. Puis c'est comme ça qu'on va communiquer, puis qu'on va agir, puis ça devient un filtre décisionnel. Oui. Donc, tantôt, avant qu'on ouvre les micros, on parlait de c'est pas nécessaire que notre marque, notre positionnement de marque, ça soit de sauver le monde. Je veux dire, on n'a pas tous besoin d'être des Patagonia. Oui. Puis
Mais ça en prend aussi. Une marque peut aussi avoir une ligne directrice qui est le plaisir. Je pense à Coca-Cola qui nous vend du bonheur, Open Happiness depuis longtemps. Ben, on le sait tous que le produit à l'intérieur de la bouteille ou de la canne n'est peut-être pas le meilleur pour la santé, mais ils nous vendent du fun, ils nous vendent du bonheur. C'est un super positionnement, mais quand on prend le temps de regarder les différentes actions qu'ils font dans le marché, quand ils font des promotions où tu peux acheter une bouteille avec le nom d'un ami dessus pour aller lui offrir en cadeau, c'est exactement ça. Oui. Ils n'auraient probablement pas pensé à cette idée de promotion-là si leur ligne directrice n'avait pas été claire que c'était de partager le bonheur, le plaisir et tout ça. Ben, on regarde tout ce qu'ils font, là, c'est drivé par une ligne directrice claire. Fait qu'une marque, là, c'est ça. Une marque, c'est qu'est-ce que tu veux mettre comme émotion, perception ou quelle association tu veux créer dans la tête des gens, peu importe à qui tu parles, ça devient un filtre décisionnel. Après ça, il y a plein de méthodologies pour définir c'est quoi ce fameux filtre-là, ce fameux positionnement-là. Et là, je t'arrête parce que là, dans le sens que là, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui vont dire ouais, mais tu sais, moi, je suis pas coca-cola, puis je suis pas si. Tu sais, souvent, je suis sûre que vous l'entendez déjà. Souvent, là, moi, je l'entends, ben non, moi, je suis dans du B2B, j'ai pas besoin de marketing. Qu'est-ce que tu réponds à ça? L'importance de la marque, peu importe. Là, oui, le B2B, je comprends le concept, la théorie, mais ultimement, tu fais affaire avec un autre humain. Et voilà. On utilise de plus en plus le terme P2P, là, people to people. Oui. Quand tu vas vendre à une autre entreprise, il y a quand même quelqu'un qui prend une décision de l'autre bord, que ce soit le VP achat ou peu importe. Il y a quelqu'un qui prend une décision. C'est souvent les chiffres qui parlent dans le bas du tableau Excel, mais si tu as réussi à mettre dans la tête de ton client ou client potentiel que tu as une plus grande expertise que le voisin, que toi, tu vas amener une valeur ajoutée sur le service, que toi, tu vas amener une valeur ajoutée d'éducation parce que tu as décidé de créer, comme toi, Cléo, des balados, des outils de formation et tout ça, il y en a plein d'entreprises dans le B2B que leur valeur ajoutée est très difficile à monnayer. Oui. Ultimement, quand tu te bats sur un prix égal, puis il y en a un qui a réussi à te mettre dans la tête, jouer sur les perceptions, mettre dans ta tête que lui va t'amener une valeur ajoutée parce qu'il va former tes équipes. Tu vas avoir un service à la clientèle impeccable. À un moment donné, dans la balance, la marque pèse parce que... Je suis tellement d'accord. Donc, ça reste un humain, tu sais, à qui tu parles. Human to human, exact. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas toujours obligé d'être compliqué non plus. Puis, on parle là des grands exemples avec des grandes marques bien reconnues, mais un exemple concret sur lequel nous, on a travaillé, qui a fait une grande différence au niveau du marketing pour l'entrepreneur. On a accompagné le vigneron qui a les backcounts, le vignoble, à Hemingford. Quand on a rencontré Sébastien au tout début, c'était au tout début d'ILO, en fait. C'est un des premiers mandats sur lesquels on était appelé à collaborer avec lui. Puis, en fait, Sébastien avait un gros enjeu où il n'était pas capable de vendre ses produits. Il avait une belle production, mais il n'était pas capable de vendre ses produits. On l'a accompagné dans une stratégie de marque. Il n'avait jamais fait vraiment de marketing auparavant et tout ça. Puis, il y avait une image de marque déjà existante. Puis, on l'a... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement recentré sa stratégie de marque sur qui est Sébastien puis son ADN personnel. Parce qu'il y avait une dichotomie entre le rôle de vigneron que Sébastien embrassait et sa personnalité qui, des fois, il y avait un certain clash à ce niveau-là où il essayait de se positionner comme les vignerons qu'on connaît au Québec, plus artisanaux et tout ça. C'est un grand pragmatique. C'est un ancien analyste d'affaires avec une vision très cartésienne. Puis on a ramené dans l'essence du positionnement... Une cohérence. Une grande cohérence, ce qui lui permettait... en fait, d'une chose, d'être capable d'aller raconter son histoire de manière beaucoup plus réelle et appropriée pour lui. Il était capable... Non, pas créer une image, tu sais, c'est de revenir à l'essence même de qui il était. Tout à fait. Puis en fait, c'est ça. Puis ça nous a permis de... puis on a revu nécessairement l'image de marque du vignoble, mais tu sais, c'est l'ensemble des actions qui ont été prises. Il n'a pas fait de grandes campagnes marketing à grand déploiement. Puis ça n'a pas été des budgets astronomiques. Mais ce que ça a fait pour lui, concrètement, ce changement de stratégie de marque-là, tu sais, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a refait l'image puis la stratégie, puis il a triplé ses volumes de production. Ça a changé sa vie. Il a signé un article dans le magazine Caribou récemment disant « Je dois la survie du vignoble à ILO ». Mais ça, c'est notre plus grande paye. Mais c'est sûr. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est des exemples concrets de c'est pas toujours obligé d'être quelque chose à grand déploiement. Il faut juste essayer de recentrer aussi, puis de se rapprocher davantage de l'ADN de l'organisation puis des entrepreneurs. L'idée, là, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est de définir ce
fameux positionnement-là. Là. Il y en a qui appellent ça une raison d'être, il y en a qui appellent ça leur why. Je veux dire, il y en a plein de méthodologies, mais ultimement, là, peu importe celle que tu décides de prendre, vois ça comme un filtre décisionnel. Oui. Puis quand on rentre on est capable de faire comprendre ça à l'entrepreneur, bien là, notre rôle, il prend une place plus grande, ce qui fait qu'on s'est rencontrés sur une retraite stratégique à Matane. C'est qu'une marque, ça a un impact sur l'ensemble de l'organisation. Tellement. C'est pas juste là pour diriger les communications ou diriger le prochain emballage ou la prochaine publicité. Une marque, ça va faire le point avec ta marque employeur, si c'est réellement incarné à l'interne dans une organisation, ça vient avec un set de valeurs, ça vient avec une personnalité, comme un humain, ça vient avec une tonalité. Fait que la façon qu'on va parler à nos clients ou nos consommateurs externes, c'est la manière qu'on devrait aussi parler à nos employés à l'interne en matière de recrutement et tout ça. Donc, ça va, une marque, là, souvent, là, on utilise l'image du iceberg. La petite pointe en haut qui dépasse de l'eau, là, ça, c'est le logo, la publicité, l'emballage, les couleurs. Bon. Mais en dessous, là, ça impacte aussi l'approvisionnement. Parce que si tu as une marque qui a des valeurs X, Y, Z, ben, tu vas t'approvisionner auprès d'entreprises qui répondent aux mêmes valeurs. Ça va avoir un impact sur les ressources humaines parce que tu vas vouloir embaucher des gens qui répondent à ces valeurs-là. Puis si tu fais une bonne job de marque pour la communiquer, même pour rejoindre tes clients ou tes consommateurs, ben les gens qui se sentent interpellés par ta marque vont avoir le goût de rentrer travailler chez vous. Oui. Fait qu'ils vont devenir des ambassadeurs encore plus facilement. Donc, si tu fais bien ton travail de marque puis tout est cohérent dans ce que tu fais, ben ultimement, tu n'as peut-être pas besoin de faire des campagnes de marque employeur. Gère bien ta marque. Oui. Après ça, tu as des tactiques pour recruter. Tu as des activités qui vont être importantes. Mais tu vas attirer du monde qui ont le goût de travailler pour la marque qu'ils ont vue et qui consomment peut-être déjà. Ça, c'est les meilleurs, les recrutements idéal. Oui. Mais tu sais, une marque aussi, là, ça peut avoir un impact sur tes choix immobiliers. Tu sais, c'est dépendant de c'est quoi ta promesse de marque. Tu vas vouloir avoir un lieu physique pour ta production ou pour recevoir tes clients ou tes consommateurs qui dégagent les mêmes valeurs. Oui. Fait que là, il faut que ton gars ou ta personne des finances embrasse la marque aussi pour pas toujours challenger. Ouais, mais là, c'est plus cher. Ouais, mais c'est plus cher. Oui, mais je suis en train de contribuer à bâtir de la valeur pour l'organisation parce qu'on suit cette ligne directrice-là qui est guidée par la marque, qui est, je reviens à l'ensemble des perceptions, émotions qu'on veut générer dans la tête de nos audiences. Oui. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, mais c'est complexe. Puis je l'ai vécu à l'aéroport quand je t'ai montré mon nouveau branding, que j'étais toute fière. OK, puis ça, c'est du Guillaume tout craché, là. Tu sais, j'y montre ça. Puis là, je venais toute de refaire mon branding. Moi, c'était Cléo Maheu. Au début, j'avais parti ça comme consultante d'Atit. Puis là, j'avais un nouveau branding, Cléo, tout ça. Puis là, c'était Cléo, on va mettre de l'avant. Puis il y avait quelque chose qui passait pas en dedans de moi, là-dedans. Mais tu avais produit déjà des choses, tu avais tes calepins. J'avais tout par rapport à Cléo. Mais tu sais, c'était comme dire, tu sais... Puis là, Cléo, mais moi, je m'en fous de Cléo, là. Tu sais, moi, je veux aider les entrepreneurs, je veux les inspirer, je veux être complice de leur succès. Tu sais, c'était ça ma raison d'être, l'essence même de ce que je fais. Puis là, quand j'ai ouvert l'ordinateur et tu as regardé mes affaires, c'est parce que là, tu dis, là, tu as Cléo, la lettre ronde, puis là, après ça, tu parles d'hypercroissance. Il y a pas de cohérence, là. Qu'est-ce que tu veux, là, tu sais, mais ça t'a pris 2 secondes, là, mais moi, ça faisait 3 jours que je te voyais aller. Fait que, non, mais pour vrai, j'avais compris ton énergie, j'avais vu la façon que tu travaillais avec une équipe client, j'avais lu ton livre à ce moment-là, et tout ça. Fait que si on ne s'était pas connus dans ce cadre-là, puis tu nous avais appelé pour qu'on t'aide avec ta marque. Première chose qu'on t'aurait demandé, c'est Cléo, on va aller assister à une retraite stratégique que tu fais. Voir aller. Ouais. On va te voir aller. Ouais. Puis, ultimement, ta marque, de la façon que ton entreprise est structurée, va être incarnée principalement par toi. Oui. Fait qu'on n'a pas le choix de comprendre qui tu es, ton énergie, tes valeurs. Puis c'est ça qu'on va prendre puis qu'on va appliquer à ton entreprise. Puis c'est là que des entreprises, des PME avec des fondateurs ou des dirigeants qui sont propriétaires, ça devient un petit peu plus touché. C'est que faut qu'il y ait une cohérence directe. Oui. Parce que sinon, tu rames à contre-courant. T'sais, on en a vu des entreprises où ils vont définir une marque. Il y a une opportunité de marché, là, le fameux white spot. Là, il est là, puis c'est là qu'on veut aller. Mais si tu y vas parce qu'il y a une tendance actuelle, puis tu veux répondre à cette tendance-là, puis ça va à l'encontre de tes valeurs,
tu vas haïr faire du marketing, puis la marque, là, elle va t'offrir quelques mois, puis elle va être oubliée parce que tu vas être toujours à contre-courant. Oui. Donc, notre plus belle paye, là, on en parlait tantôt, c'est quand on voit des résultats d'affaires concrets. Mais notre deuxième plus belle paye, c'est quand on présente des positionnements, des stratégies de marque, puis les clients pleurent. Ouais. Puis ça arrive, je ne veux pas exagérer, là, mais souvent. Ça arrive souvent. Pas de pourcentage. J'en doute pas. Puis ce que ça fait, c'est ils pleurent de joie là, en passant. Mais c'est, ils lisent, on lit, mettons, un petit texte de chute, là, des fois un petit manifeste, peu importe, dépendant de la façon qu'on le structure. On lit l'énoncé de positionnement. Puis là, tu vois dans leur face, hey, mais ça fait 10, 15 ans que je suis en affaires, puis vous êtes les premiers à mettre des mots sur ce qu'on est. Oui. Mais je dis, oui, mais elle dit, on fait quoi pour l'avenir? Ben, je dis, on va juste incarner ça. Mais, mais vous nous réinventez pas? Ben non. On a juste mis des mots sur qui vous étiez, puis là, on va vous aider à ce que ça rayonne pour vendre plus de produits, vendre mieux vos services, engager du meilleur monde, peu importe là, ce qu'on va accomplir dans le cadre du mandat. Mais l'idée, c'est juste de ramener ça à qui ils sont, pourquoi ils sont en affaires. C'est le fameux « why » de Simon Sinek. Nous, c'est une méthodologie qu'on aime beaucoup utiliser. Oui. Parce que pourquoi tu te lèves le matin, là? Oui. C'est une question assez tough à répondre. Puis moi, je les force à te mettre un mot aussi. Parce que, tu sais, l'espèce de mission, là, tu sais, qui a 48 lignes puis que personne on s'en foutu. Mais es-tu capable de définir en un mot l'essence même de quitter, puis pour justement avoir ton fil décisionnel, ça part de là. Puis là, ce que les gens, faut qu'ils comprennent, il faut que la marque soit cohérente avec ce qu'ils ont envie d'être et de représenter, de projeter. Et quand ça est tellement fort, là, c'est là que l'espèce de tendance trendy de marque employeur, non, t'en as même pas de besoin quand ça est vraiment bien fait, right? T'as besoin de tactique pour dire que t'as des postes ouverts et tout ça, oui. Mais après ça, on a vu là, des exemples d'entreprises où il avait travaillé avec il avait travaillé sur des mandats de marque employeur, puis là, il y avait des valeurs d'employeur, puis il y avait des valeurs corporatives, puis il y avait des valeurs de marque. Puis là, c'était pas toutes des valeurs qui fitaient ensemble. Il n'y avait pas de fit, là. Puis là, tu avais des pièces de communication avec certains types de couleurs puis de messages pour le recrutement. Puis la même marque qui parlait pour vendre des produits en B2B avait un autre set de couleurs. Mais je suis comme, quand tu vas dans un trade show puis tu annonces tes produits ou tes services, il y a peut-être des employés potentiels, là. Oui. Pourquoi tu parles pas avec le même langage, avec les mêmes valeurs, avec la même image? C'est pas cohérent. Si tu incarnes réellement le positionnement de marque que tu as décidé d'attribuer à ton entreprise, tout ça devrait se parler de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est important pour nous, quand on développe des marques, de les présenter aux équipes internes en cours de processus pour qu'ils les endossent. Puis souvent, on va en faire des ajustements en cours de processus parce que la personne au RH ou la personne aux finances va nous dire « je suis pas sûr pour telle raison », puis on va ajuster. Mais cet élément-là est crucial. Donc, c'est important dans nos processus, puis ça devrait être le cas partout, de rencontrer les employés de tous les niveaux de hiérarchie, puis dépendant, tu sais, puis même, et les partenaires d'affaires aussi. Puis à date, là, on s'est rarement fait dire non. Puis moi, on l'a demandé à des clients, on dit, est-ce qu'on peut aller sur la route avec ton rep? Puis on va voir comment ça se passe. On veut juste voir comment il interagit avec les bannières quand il rentre dans un magasin pour faire du facing ou peu importe. Puis, les reps sont super contents qu'on les écoute. Puis ultimement, c'est eux qui l'ont, l'intelligence du marché, là. Une autre citation qu'on aime beaucoup utiliser, c'est une de Jeff Bezos d'Amazon qui dit « Votre marque, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. » Mais ultimement, là, le rep sur le plancher, quand il y a une discussion avec le gérant des fruits et légumes, mettons, là, quand il arrive à l'épicerie, là, cette discussion-là là, est 1000 fois plus riche que n'importe quel sondage que tu vas faire par après. Puis je me permets, Guillaume, de rajouter, parce que oui, c'est super important, le volet d'aller sonder pour aller retirer l'information de ces gens-là, mais au-delà de ça, ça va devenir les premiers ambassadeurs pour la faire vivre, cette marque-là, par la suite. S'ils sentent qu'ils ont fait partie du processus et s'ils endossent ce processus et cette nouvelle marque-là, ils vont d'autant plus être convaincus de parler en bien de cette marque-là. Puis, tu sais, c'est pas magique une marque dans la mesure où une fois que c'est développé, tout est beau, c'est parfait, c'est approuvé par tout le monde, mais elle doit vivre, puis elle doit être gérée aussi à l'interne, puis ça doit être pas juste, il y a sur les épaules du gestionnaire, mais ça doit être compris puis transcender l'ensemble des secteurs d'activité de l'organisation. Donc, c'est ça, il faut s'assurer que dans le processus, il y a des ambassadeurs. Puis c'est là l'importance d'avoir un positionnement, une marque qui est simple, mais qui est réellement incarnée.
puis pas qui va nécessaiter un changement pas belle sur le papier, à là. 180 pour l'organisation. Mettons que ton entreprise, tu dis, nous, là, notre mot, là, parce que tu t'aimes ça mettre un mot, mettons, ton mot, c'est la simplicité. Ouais. Si à chaque fois que tu reçois une facture de cette marque-là, il y a un problème, puis quand tu appelles la personne à la comptabilité, ça prend 18 échanges de courriel pour finir par régler le problème, même si... Excuse-moi, j'ai accroché le micro, excuse-moi. Okay. Même si le produit que tu vends en B2B ou en B2C est d'une simplicité désarmante, que toute ton équipe marketing a réfléchi au fait que ça s'installait en 3 étapes faciles, là, puis peu importe là, ce que c'est quoi, puis que toute la réflexion de simplicité a été faite en fonction du produit ou du service qui va sortir. Si l'administration n'est pas capable, elle, d'offrir ce qu'elle doit offrir en mode simplicité, c'est un fail. Oui. Donc, mais on a vu déjà même des marques développées avec un positionnement super fort qui était endossé par la majorité des membres d'un comité de direction, par exemple, et ça a forcé l'entreprise à faire même des choix au niveau des joueurs dans l'équipe, de dire si tu n'embrasses pas ces valeurs-là ou cette vision-là, ben peut-être qu'il y a un manque de fit entre nous, puis on doit peut-être revoir un peu... Souvent, les bottines suivent les babines. C'est ça. On le voit à quelques reprises. Oui. Cette personne-là qui devient le mouton noir, oui. elle quitte par elle-même. C'est ça. Ben, c'est parce toujours que comme ça. Quand le président ou la présidente ou le fondateur, peu importe, décide de voici, c'est ça la nouvelle stratégie de marque, puis qu'à la fin d'une présentation à un comité de direction, tout le monde se lève, applaudit, il y en a 2-3 qui pleurent, puis peu importe, de joie, puis il y en a un qui réagit pas. Lui, ça passe pas. On le sait tout de suite que quelques mois plus tard, cette personne-là sera plus là parce qu'elle va être en train de ramer à contre-courant pour se dire « J'y crois, c'est beau, là, c'est la décision corporative, on va dans cette direction-là. » Puis à un moment donné, elle ne sent plus qu'elle fait partie. Elle n'incarne pas les valeurs puis tout ça. Puis en fait, ça revient aussi, puis tu sais, moi, je l'apporte beaucoup aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, Simon Sinek, moi, j'aime beaucoup définir, tu sais, la définition de dire c'est « What's my contribution and what's my impact ?» Puis aujourd'hui, toute organisation devrait être capable de répondre simplement. Puis là, vous expliquez un peu toute l'espèce de parcours ou de processus que vous mettez en place pour avoir de la profondeur puis de la valeur. Mais la résultante devrait être capable, aussi simple, de répondre à c'est quoi la contribution de mon organisation dans mon univers et quel est l'impact que je veux avoir. Et l'employé devrait être capable de se relier, s'associer à ça. Ma contribution, moi, pourquoi je me lève à tous les matins, puis c'est quoi mon impact? Mais tu as tout à fait raison, Cléo. Puis même dans plusieurs organisations qu'on accompagne qui ont une structure au niveau des ressources humaines, on propose même d'inclure ça dans les évaluations des employés. Ben oui, les valeurs, puis ce qui a été mis en place, puis comment donner vie au positionnement devrait faire partie intégrante du rapport de performance des employés de l'organisation. Ben, je vais donner un exemple chez ILO. Pour ceux qui font juste écouter, ils ne voient pas mon chandail, mais c'est un de nos chandails. Oui, je l'aime. Manger local pour l'amour de nous. Bon. Mais cette phrase-là, pour nous, là, on parle de marketing agroalimentaire, on accompagne les entreprises d'ici. Manger local, c'est une belle promesse, un beau cri. Pour l'amour de nous, pour nous, ça fait référence à notre culture, à la culture de chez nous, la culture d'ici. Si on n'encourage pas les entreprises locales, ben ultimement, on nuit à notre culture culinaire qui contribue à notre culture globale. Oui. Fait que la culture est importante. Mais nous, juste dans cette phrase-là, ça nous a inspiré des programmes pour les membres de notre équipe, nos employés. Le volet manger local. Le gouvernement demande aux Québécois de dépenser 12 $ de plus par semaine en produits locaux. Ben, nous, on le donne aux employés. On l'a ajouté ça sur toutes les payes. Fait que mais maintenant, rentre pas au bureau dans ton lunch ou dans un meeting client avec un produit importé. C'est comme à un moment donné, on fait notre bout, mais fais le tien aussi. Oui. Puis après ça, ben, on s'est dit, ben, on veut contribuer à notre culture. Mais c'est pas vrai qu'il y a une culture québécoise. Il y a plein de sous-cultures qui créent la grande culture québécoise. On a mis un autre programme en place où on donne un montant discrétionnaire assez important, annuel, à chaque employé pour qu'il ouvre ses horizons. Il faut que ça ait un lien avec la culture. Va voir un spectacle, essaye un nouveau type, une nouvelle type de cuisine, achète-toi un livre, peu importe, mais il faut que ça te sorte de ta zone de confort. Il faut que tu ouvres tes horizons. Parce que on n'est pas une agence à 500 personnes. Fait qu'à un moment donné, dans notre petite équipe, il faut qu'on ait le plus d'horizons possible parce qu'à un moment donné, on va peut-être travailler sur
je sais pas moi, un nouveau type de breuvage qui est fait pour plaire à une clientèle underground, hyper urbaine, artistique, ben il faut être capable de comprendre ces codes-là pour que quand on va arriver pour parler à ces gens-là, cette clientèle-là... C'est de vivre des expériences puis des immersions pour toujours être actualisé, être à tendance, là, comprendre ce qui se passe ailleurs. Mais quand on a parti, là, puis on a commencé à bâtir une équipe, on n'avait pas ces éléments-là en place. Ça va, on s'est dit, hey, on a... C'est ça, notre raison d'être, là, c'est d'aider les entreprises d'ici, à agroalimentaire d'ici, à s'élever pour contribuer à la culture. Ben, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin, ben, il faut qu'on outille nos équipes en conséquence, à contribuer à faire ça avec nous, tu sais. Oui. Puis on le fait aussi, c'est un très bon point pour les programmes de formation et tout, mais chaque membre de l'équipe, dans leur évaluation annuelle, il y a 50 de l'évaluation qui est sur l'expertise dans le cadre de leur rôle dans l'équipe, mais 50 du reste de l'évaluation est en lien avec les valeurs ILO. Pour nous, c'est sur le même pied d'égalité. Fait que, tu sais, après ça, on fait des off-site d'équipe avec un volet de formation, puis un volet de plaisir, de team building et tout ça, mais ça se passe pas dans un hôtel. Je veux dire, on s'en va louer des petits chalets, puis on fait venir un chef local connu, on va visiter un de nos clients, puis on va vivre une expérience gastronomique et tout ça. Mais tu sais, puis ça, ben, ça force la curiosité. Puis l'idée, ben, c'est que la roue tourne. Fait que là, l'équipe contribue à ça aussi. Quand ils découvrent un nouveau produit le week-end, ils l'amènent au bureau le lundi, puis on écoute ensemble. Puis ça force tout le monde à dire, ben, c'est tous ensemble qu'on va contribuer à cette mission-là qui est plus grande. Fait que, quand tu parlais de notre Instagram tantôt, c'est ça qu'on véhicule sur Instagram. Ben, on reçoit des CV, puis on reçoit des clients potentiels qui nous écrivent en message privé sur Instagram en disant, ben, on a le goût de faire affaire avec vous. Fait que, de ce qu'on communique, parce que notre raison d'être est claire, ben, ça attire des gens qui ont le goût d'embarquer dans cette... Le positionnement, tu sais, c'est ça, tu sais, des gens qui sont intéressés par les produits locaux, qui veulent investir, qui veulent être là-dedans. Fait que nécessairement, tu crées ta communauté, ta propre micro-communauté qui va venir enrichir. Tout à fait, tu as raison. Puis, tu sais, on parlait de la fameuse marque employeur tout à l'heure, tu sais, on n'a aucun poste d'ouvert depuis un bon bout, depuis un certain temps chez nous, puis on reçoit au moins aux 2 jours des candidatures spontanées maintenant. Oui. On n'a pas travaillé sur aucune action très claire ciblée, puis on n'a pas travaillé sur une marque employeur. On a simplement alimenté la marque ILO. Oui. Puis on choisit après ça, même dans les médias, des prises de parole. C'est-à-dire que telle instance nous appelle pour faire une conférence, ben ça va être sur tel sujet en agroalimentaire. On prend des prises de parole des fois dans différents médias, mais c'est relié à l'agroalimentaire local. C'est qu'il y a une cohérence dans tout. C'est ça. Donc, on ne commencera pas à prendre parole sur tout et rien. L'idée, c'est de... Fait, quand je dis que c'est une marque, c'est un filtre, c'est exactement ça. Puis ça s'applique à nous, mais prendre n'importe quelle entreprise, si toi, tu aimes ça avoir un mot, ben c'est ça se fait. Après ça, nous, on est des facilitateurs pour arriver à trouver ce positionnement-là, puis surtout aider à l'appliquer à l'interne. Parce que oui, on s'inspire de l'ADN de l'entrepreneur ou de l'organisation, mais souvent, après ça, il y a du ménage à faire, puis il y a des choix à faire, puis il faut replacer des fois. C'est dur pour les entrepreneurs d'apprendre à se connaître. T'sais, ils ont comme le nez collé sur l'arbre, puis ils ont de la misère à s'y mettre. Fait que là, des gens, ce serait quoi les conseils que vous l'avez à donner? Tu sais, des gens là, qui écoutent le podcast, vous disent « Ah, tabarnouche, là, faudrait que je fasse quelque chose sur ma marque, là, j'ai quelque chose à travailler. » Y a-tu des ouvrages de référence? C'est quoi les pistes de réflexion que les gens doivent avoir? On parlait de Simon Sinek tantôt, là. Moi, je pense que juste de répondre à cette question-là, c'est déjà excessivement difficile. Là. Pourquoi? Pourquoi je suis en affaires? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi mon entreprise existe? Pourquoi les clients m'achèteraient? Pourquoi, tu sais, juste ça, là. Pourquoi un employé viendrait travailler chez nous, là? Juste commencer par répondre à ça, là. Si t'es capable d'avoir le même mot, les mêmes phrases à côté de une cohérence dans tout ça, déjà, t'es pas pire. C'est ça. Puis après ça, prends ça, parce que, tu sais, Simon Sinek, ce qu'il dit, c'est « start with why ». On s'entend que nous, toutes les entreprises qui viennent vers nous, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en affaires, ils n'ont pas starté with why. Ils n'ont pas commencé par définir leur pourquoi, ils ont commencé à définir leur quoi, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Après ça, ils l'ont fait de façon unique, différente dans le marché. Très opportuniste des fois. Puis ce que Simon Sinek appelle le comment. Puis après ça, ils disent, OK, là, je suis rendu à définir le pourquoi. Fait que là, après ça, mais Simon Sinek, ce qu'il dit, c'est non, commence par le pourquoi. Fait que là, nous, on détricote. On définit le pourquoi en allant creuser chez l'entrepreneur, dans l'entreprise, en parlant avec les comités de direction, les employés à tous les échelons, les partenaires, comme je disais tantôt.
Puis après ça, on dit à l'entrepreneur, bon, tu es d'accord avec le pourquoi, tu te reconnais là-dedans, parfait. Maintenant, comment? Comment on va faire les affaires dans ton entreprise qui va répondre à ce pourquoi-là? Donc, est-ce que... Puis là, ça vient avec des valeurs, ça vient avec la tonalité qu'on parlait, mais des fois, c'est des façons de faire. Tu sais, je donne un autre exemple chez Hilo. Ben, on a une glacière, une vieille glacière vintage en métal qu'on a brandé Hilo. Mais quand on va dans des meetings, là, on la remplit avec les produits de nos clients, là, de la bière, du vin, des produits non alcoolisés, des kombucha et tout ça. Puis ça fait un effet à tout coup. Mais ça, c'est un petit détail. Oui. Puis qui fait que, ben, récemment, on est amené à travailler sur un projet où on devait faire une annonce avec le premier ministre et tout ça. La veille, l'équipe client était super stressée. On a couché dans une auberge à proximité du lieu où elle avait lieu la conférence de presse. Je suis sorti de mon coffre de char, cette glacière-là. J'ai ouvert ça dans le lobby de l'auberge. Puis là, toute la pression est tombée. Mais ça, c'est un comment. Tu sais, c'est une façon de faire que... Quand j'étais dans mes anciennes vies, ben, ça ne marchait pas de même. Puis probablement que on a des compétiteurs directs qui font ça aussi, la stratégie de marque. Ils font pas ça, mais ils font d'autres choses qui, eux, les ressemblent et tout ça. Mais c'est comment-là. Comment tu fais tes affaires pour te différencier? Puis après ça, il y a le quoi. Puis le quoi, là, ultimement, c'est ta liste de produits puis de services. Puis ça, quand tu te remets à penser en mode « start with why », mais là, tu peux des fois t'ouvrir tellement un nouveau pan d'horizon. C'est, hey, j'ai toujours fait dans la vie, on a toujours, je sais pas, fait, je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête, là, mais... mais j'en ai des clients, l'entreprise de mon chum d'Amotech, par exemple, tu sais, il pourrait dire, tu sais, au début, quand j'ai rentré, il vendait du racking, tu sais, de la réparation de palettiers. Tu te quoi de plus plate avec ça? Mais là, ils ont raconté une histoire. Donc, aujourd'hui, ce sont des experts dans la sécurité, tu sais, des entrepôts, des warehouses. Il y a un message distinctif. Fait que là... Mais ça lui permet de diversifier ses activités toujours dans ce spectre-là que tu viens de nommer. Et voilà. Fait que là, aujourd'hui, il a rajouté une division ingénierie. Il a rajouté... Fait que là, tu sais, ça lui donne... Mais tu sais, ça change le mindset. Ça donne un alignement stratégique. Ça donne... Et il n'y a pas de problème avec le recrutement. Mais si tu regardes le quoi, il est plate à mort, le quoi. Là, mais souvent, le quoi, quand tu le fais dans l'ordre qu'on a dit, pourquoi tu fais les affaires, comment tu les fais, quand tu rentres dans le quoi, il y a toujours ta liste plate, mais peut-être que ça y a inspiré plein d'autres idées de projets qui répondent à la même raison d'être. Là. Oui. Je pense à Hypercroissance, justement, ton projet. Ton idée est toujours d'aider les entreprises à croître de façon plus rapide, plus efficace et tout ça. Mais après, ça t'a inspiré plein d'autres produits. Là. Tu ne fais plus aujourd'hui ce que tu faisais il y a 10 ans. Non. Mais tu le fais toujours pour les mêmes raisons. Le pourquoi tu te lèves le matin est la même raison. Exact. Mais tu le fais auprès de plus de gens, de plein de nouvelles façons. Oui. Fait que le conseil, là, répondez à cette question-là. Oui, c'est vrai. Essayez juste de faire l'exercice. Là. De toute façon, on Google Simon Sinek Start with Why, puis il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais juste les pourquoi que tu as amené là, tu sais, mais juste ça. Puis je pense que les entrepreneurs, avec X nombre de mois de pandémie, il y a un essoufflement, puis je vois une belle opportunité, puis d'être très positif là-dedans, de dire pourquoi je ne reviens pas à base? Je ne reviens pas au fondement. Puis c'est ce qu'on voit avec beaucoup de gens présentement. Donc, l'organisation se doit de faire ça. C'est drôle parce qu'on avait un appel avec un entrepreneur en début de semaine qui nous a été présenté. Puis, il s'est dit, on a pris le temps de la pandémie justement pour se re-questionner et tout ça. Puis, il me dit, nous, notre positionnement, on veut être la référence. Ouais. Puis, je dis, mais c'est inspirant, ça. Tu te lèves à tous les matins pour être la référence. Il n'y a rien de plus interpellant que ça. C'est comme, des fois, juste de se poser la question, c'est comme ça, d'être la référence, ça fait-tu vraiment que tes employés vont vouloir venir travailler chez toi, que les clients vont t'acheter? Peut-être, tous les pourquoi qu'on a posés tantôt. Peut-être pas, là. Fait que là, tu viens de faire là, 1 an de réflexion stratégique, puis tu es arrivé, toi, avec on veut être la référence. C'est ça. Puis tu sais, toute cette base-là, puis ça, puis dans tous les exemples de positionnement, ce que nos auditeurs doivent comprendre aussi, c'est la notion d'émotion reliée à ça. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Le positionnement, là, pour le ressentir puis qu'il connecte avec ton ADN, il y a quelque chose d'émotif. Tu sais, moi, mes 2 mots qui reviennent tout le temps, c'est inspirer et être complice. Fait que quand je suis devant quelqu'un, je lis mon fit, je vais-tu l'inspirer? Non, pas pantoute, il sait tout, il connaît tout, tu sais, ça arrête tout de suite. Puis je vais-tu être complice? J'ai-tu le goût du long terme? Parce que mes clients, je les garde longtemps. J'adore, tu sais, ça fait partie de mon modèle d'affaires. Je veux pas tant de volume, je veux de la qualité, je veux être bien entouré. Puis il y a quelque chose d'émotif relié à ça. Mais à partir du moment où tu vas taper dans le mille sur l'ADN de la personne, ses valeurs et tout ça, nécessairement, ça devient émotif. Tu vas le toucher directement. Fait qu'à partir du moment où tu étais capable de faire ce lien-là entre qui la personne est puis le positionnement qui répond à ses valeurs,
tu génères exactement ce que tu viens de dire. Oui. Alors là, là, j'ai le fun. On pourrait en parler des heures. Hein? On est des maniaques de ça. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour ILO, puis vos projets, puis dans votre tête? Parce que là, je suis sûre que vous avez plein de projets spéciaux à l'interne, vous connaissant. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui vous intéresse? Bien, ce qui s'en vient, en fait, on est la tête très bouillonnante en ce moment, je dirais, Guillaume et moi, sur la vision d'ILO. Tu sais, on a une volonté de s'impliquer de manière encore plus accrue dans l'industrie agroalimentaire parce que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite contribuer davantage à élever cette industrie-là. Après ça, la forme que ça prendra, on est en pleine définition de tout ça en ce moment. Donc, à cette heure-ci, je peux pas vraiment t'en dire davantage, mais c'est sûr que c'est la volonté de s'impliquer encore plus que ce qu'on fait en ce moment puis faire une vraie différence. Là. Puis en respectant ce qu'on jase depuis tantôt. Exact. C'est-à-dire que ce chandail-là, ceux qui le voient à l'écran, mais sinon, le chandail Manger local pour l'amour de nous, il va être encore bon dans 10 ans. Oui. Par contre, notre quoi va assurément avoir évolué. Le modèle d'affaires. Le pourquoi, puis le comment va assurément évoluer un peu, mais ce qui va changer le plus si on se reparle dans quelques années, c'est la liste de quoi. Oui, exact. Ça, c'est sûr, mais c'est la même raison d'être. On va continuer à se lever le matin pour aider les entreprises agroalimentaires d'ici à s'élever pour contribuer à la culture culinaire du Québec. C'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça que les employés viennent travailler chez nous, c'est pour ça que les clients rentrent chez nous, c'est pour ça qu'on se fait appeler par des médias pour faire des conférences ou des... C'est ça qu'on est. C'est ce qu'on a en tête quand on parlait de filtre. Nous, ce filtre-là est appliqué à tous les niveaux, puis à quasi tous les jours. Des journées où ça va moins bien, comme tous les entrepreneurs, on a des journées où ça va mieux et moins bien. Là. Puis les journées où ça va moins bien, on revient à cette promesse-là en disant, OK, qu'est-ce qui a fait que là, il y a quelque chose au niveau de la promesse qu'on n'a pas accompli correctement? Fait qu'on se re-questionne continuellement là-dessus. C'est pas juste nous. On a une anecdote, en tout cas, il y a un dernier status qu'on a eu où il y a une employée qui a ouvert le frigo, puis il y avait un produit importé dans le frigo. Bien, elle a pris le produit, elle est arrivée dans l'espace commun du bureau, puis elle a dit « C'est à qui ça? Ça n'a pas d'affaire. » On n'a même plus à jouer les gardiens. Ça se fait tout Tu as des seul. ambassadeurs, tu as développé des ambassadeurs. Ça. Parce que, en fait, ce que les gens doivent retenir, ou la question ultime, c'est tout passer par le processus de pourquoi. Mais à la fin, est-ce qu'ils ont une clarté de vision? Est-ce que c'est clair? Tu sais, ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir une évolution avec les tendances du quoi, du modèle d'affaires. Comme Disney, la raison d'être, c'est vraiment le bonheur. Ils ont parti avec des cartoons, des sites, des croisières, on a le channel, mais c'est toujours le même dénominateur commun. Mm-hmm. Alors, c'est quoi la clarté? Est-ce que les gens ont une clarté de vision? C'est ça, ultimement, c'est ça. Ton idée de mettre ça en un mot est super simple, puis je vais boucler la boucle de mon exemple de Volvo du tout début de ta question, il y a plusieurs minutes. J'aime ça. Mais une raison d'être, là, ça ne devrait pas évoluer au fil de l'évolution de l'entreprise. Tu sais, Volvo, là, dans le document qui a fondé l'entreprise en 1927, si je me souviens bien, là, ça dit ce que je te dis tantôt, les voitures qu'on construit sont conduites par des humains. Donc, on doit les rendre les plus sécuritaires possibles pour les humains. Oui. Okay? Ils ont été les premiers à inventer la ceinture à 3 points d'attache, à développer le banc de bébé, les phares qui pivotent. Ils ont été des précurseurs en innovation, toujours sur, la sécurité automobile. Il y a quelques années, ils ont décidé de dire, hey, si nous, on est la voiture la plus sécuritaire dans le marché, c'est absurde que les autres voitures ne soient pas aussi sécuritaires que nous. Ça donne quoi d'être les plus sécuritaires si les autres ne sont pas sécuritaires? Ils ont pris leur base de données, ils l'ont donnée à l'ensemble de l'industrie automobile, puis on dit maintenant, rendez vos chars aussi sécuritaires que les nôtres pour le bien commun. OK? Wow. Ça a fait du buzz dans l'industrie automobile, beaucoup, beaucoup. Et là, depuis quelques mois, ils ont ajusté leur discours de sécurité en disant, ça donne quoi d'avoir des chars sécuritaires si la planète Terre n'est pas sécuritaire? Fait que là, ils sont partis dans leur virage électrique. En se disant, mais ça prend une planète sécuritaire pour que ça vaille la peine d'avoir des voitures sécuritaires. Oui. C'est le même pourquoi. C'est la même raison d'être. Que 1927. 1927. Exactement. Ah oui, c'est ça. Trouve-le, puis après ça, ça guide au-delà des tendances. Puis il faut se donner du temps, tu sais, puis trouver des mots. Puis, tu sais, là, vous avez donné comme plein d'exemples, plein de pistes de solutions. Fait que j'adore ça. Écoute, si on veut vous rejoindre, moi, votre Instagram, là, c'est mon coup de cœur, là. Je vous suis avec amour, là. C'est quoi les meilleures façons de vous rejoindre? Les meilleures façons de nous rejoindre, en fait, vous pouvez passer par notre site web. Ça, il y a toutes les informations pour nous rejoindre là-dessus. Là, Instagram est un super bon exemple. En fait, il y a même plusieurs clients qui nous ont contactés
par l'Instagram parce qu'ils aimaient la vibe et ils souhaitaient nous rencontrer. Donc, c'est toujours un bon exemple. Sinon, on a des balados aussi qui ont été mis en ligne juste avant les fêtes qui sont disponibles à partir de notre site web. Donc, ça, c'est possible de les contacter. On jase marketing agroalimentaire. Qui sont animés par Christian Bégin, disponibles sur Spotify. Un peu partout. Tous les accès sont sur le site, donc facile à trouver de ce côté-là aussi. Donc, sinon, nos LinkedIn personnels. Oui, c'est ça. LinkedIn personnel. Puis nous, de toute façon, on va tout mettre l'information sur Spotify, donc partout, sur toutes les plateformes pour vous rejoindre. Écoute, y a-t-il quelque chose qu'on aurait dû discuter, qu'on n'a pas eu le temps de couvrir? C'est quoi votre mot de la fin? Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Je pense qu'on a pas mal couvert sur la marque, mais tu sais, c'est ça, c'est dans notre approche, le côté stratégie est aussi important que le côté gestion. Fait que une fois que la marque est développée, là, s'assurer de le faire vivre, ça prend une continuité dans l'exécution, dans l'organisation pour s'assurer que tout ça prenne vie de manière super concrète. Puis c'est pas toujours un processus facile, mais une fois qu'il est en place, là, le fait d'avoir un filtre décisionnel, là, ça facilite tellement la vie. Oui. Alors, longue vie à ILO Marketing et merci d'avoir partagé votre positionnement que je trouve extraordinaire. Et j'ai juste hâte de vous réinterviewer ici dans 10 ans. Ça va être, je sais pas c'est quoi le quoi, mais je sais que ça va être magique. Merci Cléo. Merci Cléo. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.